Comment enseigner les finances à ton ado? Question assez intéressante. Je vais te donner 5-6 points dans cette capsule vidéo et je mettrai le lien aussi là, dans la description d'un article que j'ai écrit là, sur mon blog et qui vont relater pas mal les mêmes points avec plus de détails. Premier point, il faut faire comprendre à son ado que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut lui faire comprendre que s'il veut s'acheter quelque chose qui coûte 200$ et qu'il l'ait payé à 20 pièces de l'heure, donc ça lui prendra 10 heures de travail pour pouvoir acheter ce qu'il veut acheter, là, dépenser. Donc, important de lui faire comprendre ça. Il va comprendre à quelque part, je dois travailler pour me payer ce que je veux avoir à chaque fois. Là. Donc, si c'est un repas à 40$, c'est 2 heures de travail. Donc, à un moment donné, il va comprendre que si je travaille 40 heures, je ne peux pas en dépenser 80 quand j'en travaille 40. Donc, c'est un petit calcul très mathématique, très simple, que même un ado là, qui sont déjà rendus assez loin dans les mathématiques vont comprendre très rapidement. Deuxième petit point, les fameuses cartes de crédit. Un exemple que j'aime bien donner quand je parle de carte de crédit, et même autant un ado va comprendre qu'un parent, ou est-ce que, admettons que tu as 2000$ dans ton compte de banque et que tu as une carte de crédit qui te permet de acheter dessus 2000$. Donc, au début d'un mois, tu aurais donc la possibilité de dépenser 4000$, donc les 2000$ dans ton compte de banque et 2000$ sur ta carte de crédit. Donc, ce qui veut dire que le mois d'après, tu aurais travaillé, il y aurait 2000$ dans ton compte de banque et tu dois 2000$ sur ta carte de crédit. Tu vas recevoir un état de compte qui va dire yo, tu as dépensé 2000$ le dernier mois, il faut que tu le rembourses maintenant. Maintenant, peut-être dans 2 ou 3 semaines, il y a des délais, le temps de recevoir l'état de compte et tout ça, mais à un moment donné, il y a un roulement qui se fait. Donc, ça veut dire que j'ai travaillé pour 2000$ dans mon compte au début du deuxième mois. Je dois payer le 2000$ que j'ai dépensé en surplus le mois précédent. Donc, j'arrive à zéro. Donc, ça veut dire que le deuxième mois, en théorie, je pourrais rien dépenser, même si je continue à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu comprends que quelque part que c'est un prêt à court terme qui peut être judicieux de l'utiliser à bon escient, mais il faut être très discipliné et surtout avoir la discipline dès le début de payer mois après mois le montant complet de l'état de compte. Je ne veux pas rentrer dans les grandes statistiques, mais il y en a une qui dit que 95% des gens ont des dettes et les 80% des gens ne payent pas le solde complet de leur état de compte de carte de crédit. Donc, on est pas mal dans ces barèmes-là ici, là, dans ce que je suis en train de parler. Troisième point, un mot qui fait mal aux oreilles de temps en temps. Pour un jeune qui entend ça pour une première fois, ça a l'air d'un mot qui vient d'une autre planète, et pour un adulte qui sait ce que c'est, il va faire une grimace en disant « Ah, c'est plate de faire ça », le fameux budget. C'est sûr que si on veut faire ça très 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 compliqué, des applications, j'en ai vu à gauche et à droite, il y en a qui sont magnifiques, des couleurs, des choses qui clignotent à gauche et à droite, c'est fantastique. Il faut quand même rester à la base. Et la base, c'est que de valider que les entrées d'argent qui vont rentrer, admettons qu'on fait un budget pour un mois, ce qui va rentrer dans le mois en argent, on ne peut pas en faire sortir plus que ce qui est rentré. Donc, s'il rentre 2000$ dans le mois en revenu pour un ado, qui est quand même un bon revenu à l'année, l'été c'est faisable, donc ça veut dire qu'à la fin de son mois, il ne peut pas avoir dépensé plus que 2000$. Donc ça, c'est important, ce petit côté-là là, à comprendre. Donc c'est toutes des choses avec les premiers points qu'on vient de voir, avec la logique, et qui revient quand même toujours un peu à la même chose, de ne pas sortir, dépenser plus que qu'est-ce qu'on a gagné, qu'il y a eu des entrées d'argent. Quatrième petit point, le fameux dilemme entre je désire acheter quelque chose et j'ai besoin de quelque chose. Donc, deux termes
qui des fois s'opposent. J'aime bien expliquer à ce moment-là l'exemple d'une compagnie qui aurait besoin d'acheter un véhicule versus un particulier qui a besoin d'acheter un véhicule. La compagnie, bien, si elle est quand même incorporée, elle a un conseil d'administration et tout, et que du jour au lendemain, ils disent, ben, le véhicule qu'on a sur la route pour de la représentation ou pour faire de la livraison à nos clients est en train de nous lâcher, en bon québécois, bien, il faut en acheter un nouveau véhicule. Donc, là, ils vont s'asseoir et ils vont regarder qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'une vanette? Est-ce qu'on a besoin de pick-up? Est-ce qu'on a besoin d'une auto? Il y a plein de spécifications. Là. Et donc, il y a ça. Et après ça, on va dire qu'est-ce qu'on a comme budget pour acheter ce nouveau véhicule-là. Et on va le financer sur combien de temps. Donc, c'est vraiment très analytique, très rigoureux, avec la discipline et tout ça dans un carcan par rapport à un budget. Un particulier, donc on parle de besoin. Un particulier, ben oui, il a besoin de nouveaux véhicules, lui aussi. Mettons qu'on fait le même exemple, il doit changer parce que, bon, son ancien coûte vraiment de plus en plus cher, vraiment trop cher à faire réparer. Donc, il s'est dit, il faut que je change. Maintenant, oui, il va y avoir le besoin d'un véhicule, excepté que là, les désirs vont rentrer. Et les fameux mots, expressions qui vont passer dans la tête, oh, je mérite bien plus. Je mérite au moins une meilleure auto et tout ça. Donc, le côté budget va être là. Et trop souvent, là, je fais un véhicule, ça peut être dans tout autre, le cinéma maison, voyage et tout ça. Le désir va rentrer et on dit souvent dans la vente que les gens achètent avec l'émotion et vont raisonner avec la logique en disant oh, ben, je n'avais vraiment besoin et tout ça. Ils vont comme camoufler le désir par un besoin par en arrière qui est différent d'un conseil d'administration d'une entreprise. Donc, il faut faire le parallèle entre ces deux mots-là. Ils sont vitaux quand on parle de finances personnelles, d'autant plus d'une personne, que ce soit un ado qui soit déjà dans ses premières payes de travail serré monétairement versus un parent d'enfant que lui aussi serait serré, bien, il faut valider un peu est-ce que j'en ai vraiment besoin. C'est une question importante dans les finances personnelles. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Cinquième point, bien, le fameux l'épargne. J'essaie de voir pour... Je ne suis même pas capable de me relire. Donc, l'épargne, c'est quelque chose souvent qu'on se pose des questions à dire, ben, est-ce que je dois en faire? Ah oui, l'épargne, c'est pour les vieux. Donc, un ado va dire ça, j'épargnerai plus tard. Donc, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour épargner. Un ado qui veut s'acheter une mobilette, qui veut s'acheter sa première voiture, qui veut partir en appartement, devra accumuler un peu de sous de côté, donc faire de l'épargne. Des gens me connaissent, j'ai épargné pendant 7 ans pour aller avec mes 3 enfants à Walt Disney, moi et mes 3 enfants. Donc oui, j'ai épargné longtemps, j'en ai même reparlé là, très récemment avec ma fille de 15 ans. Donc elle a trouvé ça comme wow, 7 ans de temps qui est épargné, oui, parce que c'était un projet. Puis, c'était quand même un bon montant onéreux pour 4 personnes. Le voyagement, les restaurants, les activités à l'autre bout. Donc, ça sert à ça l'épargne, ce n'est pas que pour les vieux. Un jeune peut déjà dire, ben, moi, dans 3 ans, je veux faire un voyage, dans 2 ans, je veux changer, acheter ou changer de voiture, etc. Donc, ça sert à ce moment-là. Un mot que j'aime bien, je vais le garder avec le 6e point. Tiens. Le 6e point, c'est investir. Investir, je ne sais pas si tu as déjà lu ou tu as déjà entendu les fameux livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, où est-ce qu'il vient parler du quadrant, donc les 4 personnes sources de revenus possibles, où est-ce qu'il dit, ben, puis il dit d'entrée de jeu qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Si tu es bien dans un, ben, reste dedans. Cherche pas à aller dans un autre, même si théoriquement il serait plus payant. Peut-être que tu ne seras pas heureux dedans. Tu peux aller te tremper la petite orteil si tu veux, pour voir est-ce que je serais plus heureux si je changeais de mode de rémunération. Et ça, c'est libre à toi. Là.
Donc, le premier, c'est travailleur traditionnel. Donc, où est-ce que tous les jours, tu rentres à un emploi et tu es payé, tu fais 40 heures, tu es payé 40 heures, tu en fais 45, tu es payé 45. Tu peux prendre des vacances, tu as un patron qui te dit quoi faire, comment le faire, qui te surveille et tout ça. Puis ça, c'est correct. 85% de la population et plus sont dans cet endroit-là, des emplois là, traditionnels. Le deuxième, c'est travailleur autonome. Je l'ai été et je le suis encore. J'ai fait des impôts là, pendant 30 ans et là, je suis en train de développer le côté de formation en finances personnelles pour les parents d'ados. Donc, j'ai toutes des choses de cette section-là. Bien, c'est intéressant aussi. Là, on peut commencer à déterminer un peu nos horaires versus les clients. On n'a pas un patron, mais on a plusieurs clients qui sont un peu nos patrons parce que c'est notre gagne-pain. Donc, c'est une autre section de gens là, qui gagnent des sources de revenus différentes qu'un travailleur traditionnel. Il y a le propriétaire d'entreprise. La définition pure et simple, c'est 500 employés. Donc, on peut s'entendre que ici au Québec, il n'y en a pas énormément de grandes entreprises de cette envergure-là, mais on peut parler de plusieurs dizaines d'employés déjà, et c'est suffisant. C'est le genre d'entreprise où est-ce que le propriétaire peut partir pendant 6 mois et appeler à chaque mois pour savoir c'est qui l'employé du mois. Exemple. Donc ça aussi, cette personne-là va gagner ses revenus à développer des systèmes et faire en sorte que les gens vont dupliquer, vont refaire ce que lui a démarré à la base. Il peut avoir démarré tout petit et fait une roue, une boule de neige qui grossit et engagé à chaque fois que le chiffre d'affaires augmentait pour pouvoir servir de plus en plus de clients. Et si on sert plus de clients, il y a plus de fournisseurs, donc il y a plus de travail et tout ça. Donc ça, c'est important. Et le quatrième, c'est le côté des investissements. Investissement, et ce que j'aime dans celui-là, c'est que c'est un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je commence à avoir certains succès dans ce domaine-là versus la bourse. J'aime bien dire des fois que tu sois travailleur traditionnel, que tu sois un travailleur autonome, que tu sois un propriétaire d'entreprise, si tu performes dans un de ces trois-là déjà, ben, tôt ou tard, tu vas te dire, ok, je fais des épargnes pour X, Y, Z là, dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais à un moment donné, si tu performes, tu en as encore un peu plus. Donc là, tu vas te poser la fameuse question, comment je pourrais le faire travailler quand moi, je ne rentrerai pas. Donc, les trois façons, à part l'investissement, vont se questionner à savoir comment je peux faire de l'investissement rentable. Donc, moi, ça fait des années et des années que je regarde cette section-là et là, je commence à tirer mon épingle du jeu et j'en suis comme bien content. J'ai fait mes classes dans les dernières années. Et un dernier point que je veux te parler, qui fait partie de ce 6e point-là de l'investir, ce que Albert Einstein parlait de la 8e merveille du monde. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est les intérêts composés. Un jeune, quand il dit ben, moi épargner ou investir, c'est pour plus tard, ben, il faut qu'il comprenne deux choses, l'intérêt composé et la règle du 72. Une règle du 72, c'est une règle de base qui dit ben, si tu places ton argent, je donne un exemple, à 7,2%, donc 72, 7,2, tu me vois venir que ça se ressemble beaucoup, ben, la règle a dit que dans 72 divisé par ton taux d'intérêt, ça va donner le nombre d'années que ton capital que tu investis va doubler. Je donne un exemple, ça peut être un peu jargon ce que je viens de dire. Admettons que tu places 1000$ à du 7,2%, on va faire 72 divisé par 7,2 égale 10. Donc dans 10 ans, ton 1000$ va valoir 2000$. Et dans 10 ans supplémentaires, ton 2000 va valoir 4000. Dans 10 ans supplémentaires, il va valoir 8000. Donc ça, c'est si on fait qu'un seul placement de 1000. Imagine que si à chaque année on met 1000 et que la capacité de l'ado peut augmenter, donc à un moment donné, après peut-être 5 ans, 10 ans, il va mettre 2000 de côté au lieu de 1000. Donc avec l'intérêt composé, ça devient de plus en plus gros.
la règle du 72, je termine avec un petit bémol, il faut faire attention, parce que si jamais tu vas dans des extrêmes, et là je vais vraiment dans l'extrême pour te faire comprendre, tu réussissais à avoir un investissement qui te donnait 72% pour un an, bien là 72 divisé par 72 donnerait dans un an, tu doubles ton capital, donc ton 1000$ à 72% donnerait 1720$ et non 2000$. Donc la règle, à quelque part, elle est bonne pour des taux là, faibles, dans le vraiment moyen, là, et non des taux extrêmes où est-ce qu'on ferait le calcul et des fois, il faut se poser la question. Quand j'ai fait mon bac en administration et en finance, ben, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé, le côté de me poser la question, est-ce que c'est logique cette réponse-là? Bien, des fois, on peut juste faire un petit calcul, et là, dans l'exemple que je viens de donner, ben, c'est le plus bel exemple que c'est pas logique, juste mathématiquement parlant. Donc, elle a des faiblesses, mais quand on est dans des taux raisonnables de marché, tout ça, elle fonctionne bien, cette règle de 72. Bien souvent, les gens en parlent, mais ne disent pas que à des taux d'intérêt exceptionnels, bien, elle ne fonctionne pas. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Comme j'ai dit au début, je mets en bas le lien de l'article que j'ai écrit sur mon site internet lefinancier.com, Lephynanciar. Il y a vraiment un onglet blog que tu vas retrouver, mais comme il y en a plusieurs, ben, ici la vidéo, en bas, le lien sera directement par rapport à l'article que je fais référence à ce moment-ci. Sur ce, bien, je vais te souhaiter une sucrée de belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye!